Bonjour. Aujourd'hui, nous allons réviser le chapitre de physique consacré à la mécanique céleste, avec un exercice issu du bac 2026. L'objectif de cette correction est de revoir les notions clés du chapitre, comme le repère de Freinet ou les lois de Kepler. Avant de commencer, je vous conseille de télécharger le sujet dans la description et d'essayer de le traiter par vous-même. Exercice numéro 3, le satellite TESS. Le sujet débute par un court texte de mise en contexte. On y apprend que les exoplanètes sont des planètes en orbite autour d'une étoile et que le satellite TESS a permis de découvrir le système planétaire TOI 270, composé notamment des exoplanètes 1 et 2 en orbite autour de l'étoile E. L'objectif est d'étudier ce système planétaire en supposant que les mouvements des exoplanètes 1 et 2 autour de l'étoile sont circulaires uniformes et que leur interaction est négligée. Le sujet fournit également plusieurs données utiles, comme la constante de gravitation universelle, des approximations mathématiques, ainsi que les rayons, les périodes de révolution et les masses de différents astres. Dans cette première partie, nous allons étudier le mouvement de l'exoplanète numéro 2 dans le référentiel galiléen et en utilisant le repère de Freinet. Question 1. Exprimez la force d'attraction gravitationnelle notée F exercée par l'étoile E sur l'exoplanète 2 en fonction de M2, ME, G, R2 et UN. Alors la formule qu'il faut connaître sur cette force gravitationnelle, donc ça va être G fois ME, la masse de l'astre attracteur, fois M2, la deuxième masse, sur la distance entre les deux. Et si je regarde sur le schéma, la distance entre les deux, ça va être R2 au carré. Alors, il n'y a pas de difficulté là-dedans, sauf le vecteur unitaire. Si je regarde notre astre, il va être attiré, donc la flèche, elle va être vers E, et donc dans le même sens et dans la même direction que le vecteur UN. Et donc nous aurons le vecteur F, qui sera GME fois M2 sur R2 carré fois le vecteur unitaire UN. Ensuite, la question 2. En utilisant la deuxième loi Newton, établir l'expression de la vitesse 2 de l'exoplanète en fonction de GME et R2. Alors pour cela, on va utiliser donc deux approches pour décrire l'accélération. Donc on a une approche dynamique qui est imposée, on nous dit utiliser la deuxième loi Newton, et on aura aussi une approche cinématique. Alors pour la première approche dynamique, alors ce qui est important, c'est qu'avant de lancer la deuxième loi Newton, il faut quand même écrire deux, trois petites choses, hein. Donc d'abord, il faut bien insister et dire que le référentiel est bien galiléen. Ensuite, on dit que le système, c'est l'exoplanète 2 de masse M2. On explique qu'il n'y a qu'une seule force qui va agir sur le système, c'est la force F. Et là, maintenant, on va pouvoir utiliser la deuxième loi Newton. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette deuxième loi? C'est que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système, donc M2, fois l'accélération. On va l'appeler A2 puisque c'est l'accélération de l'exoplanète 2. Et comme il n'y a qu'une seule force, on aura vecteur F qui est égal à M2 fois A2. Alors, on a exprimé le vecteur F tout à l'heure. Donc, ça va être G M2 sur R2 carré fois UN est égal à M2 vecteur A2. Et on peut simplifier M2. Donc, on divise par M2 les deux membres de l'égalité et on aura A2 qui serait égal à G ME sur R2 carré UN. Alors, ce qui est intéressant, c'est toujours le cas, hein, c'est que l'accélération ne dépend pas de la masse de l'astre qui tourne, uniquement de la masse du corps attracteur et la distance à laquelle il se trouve de lui. Donc maintenant, on va exprimer l'accélération à 2, mais d'une autre façon, une façon cinématique. Alors c'est quoi la cinématique, hein? C'est on va étudier les mouvements sans s'intéresser aux causes. Donc voilà, alors on sait qu'on a un mouvement qui est circulaire. Et pour un mouvement qui est circulaire, on aura une accélération du type A est égal à AN plus AT, c'est-à-dire l'accélération normale plus l'accélération tangentielle. Alors la formule, il faut la connaître, hein. L'accélération normale, c'est v carré sur r un, et l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de la valeur de la vitesse fois ut. Alors là, on a une information qui est importante. On nous dit que les trajectoires sont circulaires et uniformes. Alors si c'est uniforme, ça veut dire que la valeur de la vitesse, euh, elle est identique au cours du temps, c'est-à-dire que la dérivée temporelle, elle est nulle. Et donc, on a A2 qui va être égal à V2 carré sur R2 fois UN. Alors maintenant, on peut regrouper les deux formules. Et il va venir GME sur R2 carré fois UN est égal à V2 carré sur R2 fois UN.
Alors, on peut faire des simplifications, on peut diviser par le vecteur unitaire un, on peut aussi multiplier par R2, et il ne restera plus que G fois ME sur R2 est égal à V2 au carré. Et en prenant la racine carrée, on obtient V2 est égal à racine de GME sur R2. Question 3. Établir que la masse ME de l'étoile est donnée par la relation ME est égal à 4pi carré R2 au cube sur G T2 au carré. Alors comme pour tout à l'heure, on a fait deux approches pour l'accélération, là on va faire deux approches pour la vitesse. Donc là, on a déjà une première formule, V2 c'est racine de GME sur R2, qu'on vient de trouver dans la question 2. Et ensuite, on va prendre une approche différente, un calcul de vitesse classique. Moi, quand je fais un calcul de vitesse, c'est une distance divisée par une durée. Donc V2 est égal à D sur delta T. Alors, ce qui est important, c'est que ce T2, c'est la période de révolution. C'est le temps pour faire un tour complet. Donc la distance pour faire un tour complet, c'est le périmètre d'un cercle, c'est 2pi R2. Et donc le temps pour faire le tour, ça va être T2. Et donc on aura V2 qui sera égal à 2pi R2 sur T2. On peut maintenant rassembler ces deux formules et on aura donc 2pi R2 sur T2 est égal à racine de GME sur R2. Si on met les deux membres au carré, il vient 4pi carré R2 carré sur T2 carré est égal à GME sur R2. Et en isolant le terme ME, en multipliant par R2 et en divisant par G, on obtient 4pi carré R2 au cube sur G T2 carré. Question 4. Vérifiez que la valeur de la masse ME déduite dans cette relation est voisine de celle indiquée dans le tableau. Donc, ME, en faisant l'application numérique, ça vaut 4pi carré fois 1,08 fois 10 puissance 10 au cube. Alors attention, dans les données, on a des rayons en kilomètres. Donc, on ne met pas 10 puissance 7, mais bien 10 puissance 10 pour avoir le tout en mètres. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas commettre. Ensuite, sur 6,67 fois 10 moins 11, qui est donné dans l'énoncé, multiplié par, alors attention, on a T2 en jours, donc de la même façon, on va mettre ça en secondes. Donc ça va être 11,4 fois 24 pour l'avoir en heures, fois 3600 pour l'avoir en secondes. Et le tout au carré, on n'oublie pas le carré, et on obtient 7,69 fois 10 puissance 29 kg. Et sur dans le tableau, on a bien la même valeur, 7,68 fois 10 puissance 29 kg. Question 5. En utilisant la troisième loi de Kepler et les données R1, R2 et T2 relatives aux exoplanètes, déterminez la période T1, exprimée en jours terrestres. Alors, pour les lois de Kepler, alors avant de voir la troisième loi de Kepler, il faut faire un petit rappel sur la première loi qui va être importante ici. Donc la première loi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que finalement, les exoplanètes elles vont avoir des trajectoires elliptiques et que un des deux foyers, ça va être le corps attracteur, donc E. Et la plus grande distance qu'on peut mesurer dans cette ellipse, c'est ce qu'on appelle le grand axe, qui vaut 2 fois A. Voilà, ça va être important pour ce A. Alors la troisième loi de Kepler, qu'est-ce qu'elle va nous dire cette fois-ci? Elle va nous dire que la période de révolution au carré, divisée par le demi-grand axe au cube, c'est constant pour toutes les planètes ou tous les corps qui vont tourner autour du même corps attracteur. Ça c'est important, ça reste constant, si on est autour du même corps attracteur, E. Alors nous ici, on n'a pas des trajectoires elliptiques, on a des trajectoires circulaires, mais c'est pas très grave. Pourquoi? Parce que si je dessine un cercle, finalement l'équivalent du grand axe, ça serait le diamètre, et l'équivalent du demi-grand axe, du coup, ça serait le rayon. Et donc finalement, on va avoir exactement la même formule, sauf qu'au lieu d'avoir t carré sur a au cube égale constante, on aura t carré sur r au cube égale constante. Donc t1 au carré sur r1 au cube sera égal à t2 au carré sur r2 au cube. Si on isole t1 carré, on aura t1 carré qui sera égal à r1 au cube fois t2 carré sur r2 au cube. En regroupant les termes en r, on obtient t1 au carré est égal à t2 au carré fois r1 sur r2 au cube. Et pour avoir du coup t1, on va prendre la puissance 1/2 de chaque membre. Donc on aura t1 qui sera égal à t2 fois r1 sur r2 puissance 3/2. Alors ceux qui ne sont pas à l'aise avec les puissances 3/2, on aurait pu prendre la racine carrée de tout ça. Bon, moi je trouve plus simple avec les puissances 3/2. Et si je fais l'application numérique, on trouve T1 est égal à 11,4. Alors on laisse en jours, on n'est pas obligé de changer. Pourquoi? Parce que du coup on aura T1 directement en jours. Donc T1 ce sera 11,4 fois 6,77 fois 10 puissance 6 sur
1,08 fois 10 puissance 7. Alors de la même façon, hein, on peut laisser en kilomètres, ça ne pose pas de problème puisqu'on va avoir des kilomètres sur des kilomètres et les unités vont s'annuler. Et donc le tout à la puissance 3,5 et on obtient directement 5,66 jours. Alors pour la deuxième partie, on va essayer de voir une méthode pour retrouver la période de révolution de l'exoplanète. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand une exoplanète passe devant une étoile, ben, une partie de la lumière de l'étoile ben, ne va pas pouvoir nous parvenir. Et donc, ça va faire une sorte d'éclipse, hein, de mini-éclipse. Et du coup, elle va perdre en luminosité. Alors, elle va perdre très très peu, hein, mais elle va perdre un petit peu. Et avec des appareils qui sont sophistiqués, on va pouvoir retrouver cette perte d'énergie. Donc, c'est une méthode qui est très, très intéressante. Mais alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des schémas à s'approprier, mais on va essayer de voir ça tranquillement. Donc on vous dit que la puissance lumineuse de l'étoile, elle va être diminuée d'une certaine valeur, delta P lum, et donc ça vaut R1 sur RE au carré. Alors très bien, puisque si on a delta P lum, on va pouvoir retrouver R1, et ça va être le but de la question. Donc question 6, indiquez qualitativement l'influence de la taille de l'exoplanète sur la diminution delta P lum de la puissance lumineuse relative reçue par la caméra au cours d'un transit. Alors on va prendre R1' et on va considérer que R1' est plus grand que R1. Alors si R1' est plus grand que R1, du coup R1' sur RE sera plus grand que R1 sur RE. Et si je prends le tout au carré, vu que ce sont des valeurs positives, donc je vais avoir un R1' sur RE au carré, qui sera plus grand que R1 sur RE au carré. Et là, on reconnaît du coup la puissance lumineuse, hein, le delta P lum, et donc on aura delta P lum prime, qui sera plus grand que delta P lum. Et donc si R1 augmente, du coup delta P lum augmente aussi. Ce qui est logique, hein, plus la planète sera grande, et plus elle va cacher, et donc plus on aura une perte de lumière, hein. Tout à fait logique. Alors maintenant, on doit vérifier que le rayon R1 de l'exoplanète 1 vaut 1,7 fois 10 puissance 4 km. Donc on a la formule delta P lum qui vaut R1 sur RE au carré. Et donc si j'isole R1 au carré, on aura R1 carré qui sera égal à RE au carré fois delta P lum. Et donc pour avoir R1, on va faire RE fois racine de delta P lum. Alors le seul problème, c'est qu'on n'a pas delta P lum, il va falloir le retrouver grâce au schéma qui est donné. Alors si je regarde sur mon schéma, on va avoir une puissance normale qui va être de 1, hein, c'est logique, et ensuite, quand la planète passe devant, on va descendre à 0,996. Et donc on va avoir un delta P lum qui va être 1,00 moins 0,996. Et donc on va avoir R1 qui sera égal à 2,63 fois 10 puissance 5 fois racine de 1 moins 0,996. Et on retrouve bien R1 est égal à 1,7 fois 10 puissance 4 km. Alors pourquoi on a directement des kilomètres? Puisqu'on avait laissé RE en kilomètres, pas besoin de faire de conversion. Question 8. En utilisant les figures 2 et 3, et sachant que l'angle alpha est très petit devant un radian, estimez la valeur de la période T1 de révolution de l'exoplanète 1 que l'on veut déduire des observations et commenter. Et ensuite, on met le candidat est invité à prendre des initiatives, etc. Alors ça veut dire que c'est des questions qui sont un petit peu compliquées, et ça tombe bien, parce que c'est la dernière question de l'exercice, et donc forcément, on nous demandera de travailler un petit peu plus. Alors, on va essayer de regarder toutes les informations qu'on peut tirer des images 1 et 2, retrouver un petit peu des delta t, des angles, etc. On va voir ce qu'on peut en faire. Alors, le plus simple d'abord, la période de transit. Alors, si je regarde, on va avoir un début TI de transit et une fin de transit TF. Alors, on peut faire la soustraction entre les deux, hein. Donc, delta t sera TF moins TI, qui vaut, si je rate bien les graduations, 0,8 moins 0,8, attention, ce qui fait un delta t qui vaut 1,6 heures. Ça veut dire qu'en fait, la planète, elle met 1,6 heures à passer devant l'étoile. Ça, c'est la première info qui va nous être utile pour tout à l'heure. Ensuite, si on essaie d'analyser ce gros schéma, qui a l'air très compliqué comme ça, mais peut-être on peut s'en tirer,
on va avoir des informations qu'il va falloir extraire et notamment c'est l'angle alpha, hein, qui va m'intéresser là-dedans et cet angle alpha, si je regarde bien, je peux imaginer un triangle rectangle dans lequel on aurait R1, hein, qui serait donc l'hypoténuse de ce triangle et on aurait le côté opposé au triangle rectangle qui serait R1 plus RE. Alors ça, c'est super, pourquoi? Parce que, bah, en fait, si je connais le côté opposé et l'hypoténuse, je peux en déduire le sinus de l'angle, hein. Donc sinus alpha, ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Et donc, si je remplace, ça va faire sinus alpha est égal à R1 plus RE sur R1. Alors attention au grand R au petit r, hein. On a grand R qui va être le rayon de l'orbite, alors que petit r, ça va être le rayon de la planète. Donc on ne confond pas le petit r et le grand R, hein. Alors nous, ce qu'on nous dit, c'est que l'angle est tout petit devant un radian, et donc en radian, on a alpha qui va être égal à sin alpha, et donc alpha qui vaut R1 plus RE sur R1. Alors à partir de ces deux documents, donc on a extrait deux choses importantes, delta t et alpha. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ça? Alors ce qui est très important, c'est qu'alpha est en radian, hein. Ça c'est très très important. Si pour une durée T1, c'est-à-dire le temps pour faire un tour complet, on va faire un tour complet en angle, et ça, un tour complet en angle, ça va être 2π. Donc ce qui est important, c'est que si la planète, elle balaye un angle de 2π, il va lui falloir un temps T1. Sauf que nous, ce qu'on connaît, c'est pas T1, c'est delta T qui est le temps de transit. Et ça, c'est pour balayer, si je regarde bien si je regarde bien sur mon schéma, ça va balayer 2 fois alpha. Et donc, on va avoir un tableau dans lequel on a T1 qui va donner 2π et delta T qui va donner 2 alpha. Et donc là, on va pouvoir, par ce tableau-là, retrouver la valeur de T1, hein. T1 égale à 2π fois delta T sur 2 alpha. Alors, on peut diviser par 2 pour simplifier. On a T1 est égal à π fois delta T sur alpha. Et on va remplacer par la valeur de alpha, hein, et donc on a T1 qui vaut pi fois delta T sur R1 plus RE sur grand R1. Et donc T1 qui est égal à pi fois delta T fois grand R1 sur R1 plus R2. Et en faisant l'application numérique, il vient que T1 est égal à pi fois 1,6 fois 6,77 fois 10 puissance 6 divisé par 1,7 fois 10 puissance 4 plus 2,63 fois 10 puissance 5. Alors, on peut laisser tous les rayons en kilomètres. Par contre, on fait très attention, on a mis delta t en heures, ce qui veut dire que T1 sera exprimé en heures. Si je fais calcul, je trouve 121 heures. Donc on fait très attention aux unités, hein. Et donc, 121 heures, ça fait 5,1 jours. Dans la méthode précédente, on avait trouvé 5,65 jours. Donc c'est l'ordre de grandeur, même si c'est pas tout à fait la même chose, hein. On a 10% d'erreur à peu près. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a calculé tout à l'heure.